They used to tank cod from Alaska all the way to China. They'd keep them in vats in the ship. By the time the codfish reached China, the flesh was mush and tasteless. So this guy came up with the idea that if you put these cods in these big vats, put some catfish in with them, and the catfish will keep the cod agile. And there are those people who are catfish in life, and they keep you on your toes. They keep you guessing, they keep you thinking, they keep you fresh. I thank God for the catfish, because we'd be droll, boring, and dull if we didn't have somebody nipping at our fin. Un phénomène grandissant dans l'ombre d'Internet, des millions de personnes cachées derrière l'anonymat, un monde virtuel où la réalité n'est pas celle qu'on croit. Le catfishing était né, l'art de tromper derrière les apparences, des transferts d'argent sans compter, des années perdues à développer des relations fictives, des vies détruites. Comment faire confiance dans un monde où cette confiance est détournée, quand elle devient une arme, un masque, un piège? Revenons sur 3 histoires qui ont marqué l'ère numérique. Dans les années 2010, Facebook est à son apogée. Un joueur de football américain commence à faire parler de lui sur le terrain. Monty Theo, âgé à l'époque de 19 ans, bat tous les records de son club en défense, annonçant une carrière prometteuse en NFL. Il reçoit alors une demande d'amis d'une certaine Lenai Kekua. Ils commencent à discuter et très rapidement, ils développent une relation virtuelle. Ils s'envoient des messages et s'appellent régulièrement. Ils ne se voient jamais en vrai car Lenai trouve toujours une excuse. Cette relation durera près de 2 ans, jusqu'au jour où Monty reçoit un appel apprenant le décès de Lenai. This could be about being an inspiration to everybody else. Il annonce publiquement son décès et l'histoire est tellement touchante que les médias s'en emparent. I miss him, but I know that I'll see him again one day. Last thing she said to me was I love you. Mais un journal se met à enquêter et on découvre la supercherie. Un certain Ronaya, qui se fait aujourd'hui appeler Yana, aurait inventé ce profil en utilisant les photos de quelqu'un qu'elle connaissait. Lorsque le public et les médias découvrent la situation, Monty Theo se retrouve au cœur de toutes les théories. Certains disent qu'il cherchait à cacher son homosexualité. Are you gay? No. D'autres ne pouvaient pas croire qu'il soit aussi naïf et donc qu'il était complice. Cette histoire a en partie gâché la vie de Monty et lui est restée à la peau jusqu'à aujourd'hui. Yana n'a eu pratiquement aucune répercussion de la justice. Elle a avoué avoir ressenti de vrais sentiments amoureux pour lui et ne savait plus contrôler la situation. Sooner or later, I couldn't control anymore. Were you in love with him? Cette histoire est en partie responsable de la popularisation du catfishing auprès du public et dans les médias. Kirat Assi, animatrice radio britannique, reçoit une invitation Facebook d'un certain JJ, un jeune homme qui aimerait avoir des conseils au sujet de Simran, sa cousine avec qui il a une relation. Kirat aide ce JJ en essayant de lui donner de bons conseils à propos de sa jeune cousine qu'elle considère comme une sœur. C'est alors que Bobby entre en scène, le frère de JJ. Il la demande en ami et la remercie d'avoir pu aider son frère. Bobby et Kirat développent une relation d'amitié et se parlent régulièrement sur leur quotidien et leurs sentiments, même si Bobby continue d'avoir des relations amoureuses ailleurs. C'est là que tout va s'accélérer. Kirat apprend sur Facebook que Bobby s'est fait tirer dessus, ensuite qu'il a été mis sous protection de témoins à New York dans un hôpital. Kirat se sent impliqué dans la vie de Bobby et entretient cette relation. Après 6 ans de communication, ils se mettent ensemble virtuellement, mais elle apprend encore une fois un drame. Bobby est tombé dans le coma. Kirat se sent alors dépassé et veut à tout prix être près de lui. Mais les cousins de Bobby l'en empêchent par message, jusqu'à ce que Bobby sorte du coma. Kirat s'en réjouit et va pouvoir enfin le rencontrer à Londres. Mais il ne viendra jamais. Elle va alors le chercher et le confronter chez lui. Bobby ouvre la porte et ne comprend pas les explications de Kirat, car il ne la connaît pas.
La cousine sort alors enfin du silence quand elle voit des répercussions dans la réalité et lui annonce que c'était avec elle que Kirat parlait depuis 9 ans. Qu'elle avait créé près de 60 profils pour donner l'illusion que Kirat entretenait une vraie relation avec Bobby et tous les gens qui gravitaient autour de lui. Cette affaire est l'une des plus folles, sachant qu'on n'aura jamais aucune explication sur les intentions de Simran, sa cousine. Même si on en déduit que Kirat était particulièrement naïve et crédule, rien ne justifie une telle manipulation sur plus de 9 ans. Évidemment, Simran n'aura aucune conséquence judiciaire malgré tout le mal qu'elle a pu causer. Durant l'année 2006, Carly Ryan, une adolescente australienne de 14 ans, passe beaucoup de temps sur MySpace, le réseau social incontournable à l'époque, avant même Facebook. On peut y échanger ses goûts musicaux et ses passions. Un jour, elle reçoit une demande d'un garçon plus âgé, Brandon, un jeune musicien de 18 ans. Il est gentil, attentionné, il la complimente souvent. Durant 18 mois, la relation va continuer. Ils se parlent par téléphone. Brandon laisse même Carly parler à son père adoptif, un soi-disant Shane. En janvier 2007, Shane se rend au domicile de Carly afin de lui offrir un cadeau pour ses 15 ans de la part de Brandon. Il était habillé en agent de sécurité pour ne pas éveiller les soupçons et renforcer le fait qu'il était de passage dans la ville pour le travail. La mère, Sonia, étant au courant de la relation avec Brandon, invite le père à rester dormir pour qu'il reparte le lendemain. Durant la soirée, Shane fera des avances à Carly, mais elle refusera. Il ira jusqu'à se mettre dans le même lit que Carly durant la nuit pendant qu'elle dormait, ce qui conduira à son expulsion de la maison par la même. La situation ayant dégénéré, la confiance est rompue avec sa mère, ce qui poussera Carly à lui mentir et se rendre à un rendez-vous organisé par Brandon le 19 février, prétextant dormir chez des amis. Le lendemain, son corps sans vie sera retrouvé sur la plage. 11 jours après, un certain Gary Newman sera arrêté par la police. Il sera retrouvé chez lui devant son ordinateur, parlant à des jeunes filles de 14 ans. On comprend alors que Brandon Kane n'a jamais existé, pas plus que Shane. Gary Newman était derrière tout ça. Un pédophile de 50 ans, un père divorcé avec 3 enfants, un homme qui parlait avec des jeunes filles en ligne utilisant près de 200 comptes pour les amadouer, profitant d'un de ses fils pour leur parler au téléphone quand il fallait. Il a été condamné à purger minimum 29 ans de prison et est mort en juillet 2021. Son fils qui était impliqué dans l'affaire a été acquitté. Il était mineur au moment des faits. Cette affaire est l'une des premières en son genre, surtout en Australie. La maman de Carly a fondé une association en hommage à sa fille afin d'informer les parents et les enfants sur les dangers en ligne. Une loi a même été instaurée sur le fait de condamner les adultes se faisant passer pour des mineurs sur Internet. Ces 3 affaires ont été marquantes dans l'histoire d'Internet et du catfishing, car elles sont arrivées à une époque où il n'y avait pas encore de sensibilisation face aux dangers des réseaux. On ne comprenait pas encore les enjeux et les dérives de ces nouveaux outils. Aujourd'hui, des millions de personnes continuent à développer des relations en ligne, basées sur la confiance et la véracité de ce qu'elles voient. Comme si l'on n'avait plus le choix. Il faut être impérativement connecté pour se connecter aux autres. Créer un profil pour exister. On a l'impression d'avoir accès au monde entier et paradoxalement, le sentiment d'isolement ne fait que se renforcer. On rajoute à ça l'effet de désinhibition en ligne, une tendance des individus à se comporter différemment sous couvert d'anonymat. Un effet qui se traduit par une ouverture émotionnelle plus forte face à des inconnus, mais également par du harcèlement, des discours de haine, des trolls ou encore de la manipulation. On croit être intouchable pour nos actions en ligne car on pense qu'elles n'ont pas d'importance dans le vaste monde virtuel, oubliant trop souvent les conséquences qui, elles, sont bien réelles. Ces conséquences s'apparentent aux victimes de ces catfish. Nos 3 histoires nous ont démontré qu'il n'y a pas de profil type puisqu'on y retrouve des jeunes adolescents et adolescentes, des femmes et des hommes d'âge moyen. Essayer de décrire un profil type peut parfois desservir le propos et sous-estimer l'ampleur des potentielles victimes. On rentre alors dans des clichés sans toucher le fond du problème. On va plutôt essayer de faire le constat psychologique des personnes plus susceptibles de se retrouver au cœur de ces scams et tenter d'en extraire les bons réflexes. On parle souvent de solitude ou d'isolement émotionnel,
Certains ont tendance à être plus réceptifs à n'importe quelle connexion, même si elle est virtuelle. Il y a aussi le manque de confiance en soi, la recherche constante d'une validation externe. On retrouve aussi une certaine naïveté numérique. Le catfishing est basé sur la confiance que les victimes accordent aux manipulateurs. Les raisons sont multiples et s'apparentent aux besoins humains de l'existence. Créer du lien, obtenir de la sympathie, de l'amour, de la reconnaissance. Ces escrocs sont simplement des vendeurs de rêves et Internet est devenu le marché idéal pour en donner aux gens. Certaines de ces histoires ont des fins désastreuses. La honte, les dettes, le mensonge ne devraient jamais justifier la mort de quelqu'un. Pour ce qui est des catfishers, le profil psychologique prend plusieurs formes selon les motivations. En règle générale, on associe le catfishing avec la Dark Triad, une théorie liant 3 traits de personnalité qui amènent une certaine malveillance, narcissisme, un besoin d'admiration, ils projettent une version idéalisée d'eux-mêmes. Psychopathie, une insensibilité, un manque d'empathie, une tendance à manipuler sans remords, ce qui est idéal lorsqu'on utilise les autres pour son propre besoin. Machiavélisme, qui évoque la manipulation, l'indifférence à la moralité en général. On peut rajouter à ça le sadisme, un désir réel de faire du mal ou de provoquer la souffrance. Évidemment, chacun des traits n'est pas forcément lié avec les autres. Un narcissique n'est pas forcément machiavélique, mais ces traits ont tendance à aller ensemble lorsqu'on essaye de comprendre les intentions derrière les catfishers ou autres criminels liés au fait de nuire à l'autre. Mais les motivations des catfishers ne se résument pas à la méchanceté. Certains voient cela comme un divertissement, une sorte de télé-réalité virtuelle, presque par ennui. D'autres tentent de se recréer une identité comme une sorte de soi-même idéal. Ces personnes-là se sentent peu attirantes ou ont une faible estime de soi. Ils adoptent alors une identité fictive plus séduisante pour obtenir un pouvoir d'attraction. Certains recherchent également une connexion authentique, combler un vide émotionnel. Le catfishing devient alors un moyen de se mettre en relation sans jamais s'exposer sous couvert d'anonymat. Une fois la connexion créée entre les victimes et les catfishers, il devient alors très difficile de s'en dissocier. On répète les mêmes schémas de vulnérabilité jusqu'à l'annihilation de tout ce que nous possédons. Les affaires les plus médiatiques s'associent à un gain financier ou matériel, car on peut estimer les pertes et se rendre compte de l'impact. Le catfishing est toujours aussi présent en 2025. Les outils ne cessent de s'améliorer, laissant de plus en plus le doute à ce qui est vrai ou non. On connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui s'est fait avoir dans le monde des catfish. Ça ne sert à rien de les juger, il faut essayer de les comprendre et les aider afin qu'ils s'aident eux-mêmes. Aujourd'hui, l'humanité continue de progresser et les dérives ne font que se multiplier. Tout le monde veut en profiter, maîtriser le système, mais à force de ne penser qu'à soi-même, on finira par mordre sa propre queue et détruire tout ce que nous avons construit. Alors une question demeure. Comment distinguer le vrai du faux dans un monde où tout peut être fabriqué ? La réponse n'est pas dans la technologie, ni dans les outils de notre quotidien. Elle est en nous, en cultivant l'esprit critique, en apprenant à reconnaître les signaux d'alerte, en choisissant de partager avec prudence, et surtout en se souvenant que derrière chaque écran, il y a des vies, des émotions, des conséquences. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on voit en ligne, c'est ce qui est vrai quand on éteint l'écran.